Merci d'être avec nous dans cette émission à bâton rompu. Ce soir, nous sommes avec le ministère des Télécommunications, des Postes et de l'économie numérique. Vous le savez, depuis des décennies, l'humanité entière s'est engagée dans une nouvelle révolution appelée révolution numérique. Le numérique a radicalement modifié l'ordre mondial et a changé notre quotidien. Le citoyen, le consommateur a accès à tout, partout et à tout moment. Et on retient aussi que le numérique n'a pas encore dit ses derniers mots. Et ce soir, nous allons jeter un regard critique sur l'évolution de la Guinée dans cette course mondiale du numérique. La Guinée, elle aussi, a connu de profondes mutations, des mutations dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour en parler sur ce plateau, Mamadou Saliouba, c'est notre confrère chargé des questions des télécommunications à la télévision nationale. Bonsoir. Bonsoir, M. Kamara. Bien. Et du côté du ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, Tcherno Madjouba, conseiller juridique au ministère des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, et M. Aboubakar Kourouma, DGA de l'Agence nationale de sécurisation des systèmes d'information. M. Mami Diaby, il est le DGA de la société de gestion et d'exploitation du backbone. M. Mbani Sidibé, il est le président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée. À tous ces invités, nous disons bonsoir. 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 Bonsoir, M. Kamara. Bien, merci d'être là dans cette émission. Vous le savez, je parlais de mutation. La Guinée, dans cette course mondiale du numérique, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui comme grande mutation instaurée au sein du système des nouvelles technologies de l'information et de la communication en République de Guinée, monsieur Ba? Bien, merci M. Kamara. Les mutations engendrées par notre pays depuis un certain nombre d'années sont diverses. Elles sont multiformes. La première des choses que nous pouvons retenir, c'est qu'un certain nombre d'investissements ont été opérés dans ce secteur depuis l'avènement du président de la République. Je pourrais citer entre autres l'atterrissement du câble sous-marin qui a permis d'augmenter déjà sur un plan technique la capacité de la bande passante en République de Guinée, ce qui a également engendré une réduction des coûts, une réduction des coûts au niveau de la bande passante et également des tarifs qui sont appliqués, puisque vous êtes dans un schéma où lorsque les coûts baissent, ce qu'on appelle les OPEX ou les CAPEX, donc cela engendre forcément une réduction de la tarification appliquée au niveau des opérateurs, mais parallèlement un accroissement de la qualité des services et des réseaux fournis aux différents opérateurs. De 2011-2012 à 2019, lorsque vous prenez les statistiques par exemple, en termes de taux de pénétration pour la téléphonie mobile, par exemple, nous étions à 3 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 millions d'utilisateurs en République de Guinée, soit un taux de pénétration de plus de 100%. Ça, c'est sur quelle période? Sur la période, vous prenez 2011, vous prenez 2011-2012 comparativement à 2019. Donc vous voyez tout de suite quelle a été la croissance exponentielle qui a caractérisé le secteur de la téléphonie mobile. Ce qui est encore plus frappant, plus marquant, c'est l'utilisation d'Internet. Sur le plan de l'Internet, par exemple, lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, nous étions aux alentours de 0,4% de taux d'utilisateurs. Nous sommes aujourd'hui à plus de 30%, soit environ 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui d'Internet. Vous prenez des services qui n'existaient pas de par le passé, ce qu'on appelle les add value services, en fait, les services à valeur ajoutée. Je parle là de tout ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle, à travers le système électronique, en fait. Il s'agit du mobile money,
Vous avez aujourd'hui Orange Money, vous avez MTN Mobile Money, vous êtes à plus d'un million d'utilisateurs. Vous me permettrez de rappeler également, en 2018, aujourd'hui, la mise en place d'un AXP, de l'AXP national. L'AXP, c'est le point national d'échange Internet. Si de par le passé, votre trafic Internet transitait par des routes à l'international, désormais, il s'agit de domestiquer les échanges Internet en République de Guinée, d'où une amélioration de la qualité de service, mais également une réduction des coûts. Aussi, il s'agit d'une opportunité pour l'application, pour le développement de contenus locaux. Cependant, l'écosystème des télécommunications a énormément évolué. Donc il a été question d'adapter la loi aux réalités du moment. Non, voilà, merci. Comme vous l'aviez dit tantôt, aux réalités du moment, parce que justement, les réalités du moment aujourd'hui ne sont plus cantonnées aux télécommunications classiques. C'est fini ça. Nous sommes dans l'ère de ce qu'on appelle le numérique. Nous ne sommes même plus dans l'ère des nouvelles technologies de l'information, comme on l'appelait il y a 5 ans encore en arrière. Donc il s'agit aussi de permettre l'éclosion d'un système, certes dynamique, mais sécure. C'est en cela que nous avions en 2016 élaboré la loi 037 relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, la loi 035 relative aux transactions électroniques, mais déjà auparavant en 2015, une nouvelle loi régissant les télécommunications en République de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui la Poste guinéenne est à mesure d'évoluer en fonction des réalités du moment? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, la base, c'est de mettre déjà en œuvre les instruments légaux, c'est les instruments légaux pour permettre justement à la Poste en question de pouvoir se transformer. La première des choses, donc il fallait réviser la loi. La seconde chose, il fallait revoir le statut de l'OPJ. Bien, l'autre grande réforme au sein du système de télécommunications en République de Guinée, c'est ce backbone qui est en train de s'installer depuis l'atterrissement de la fibre optique jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut connaître l'évolution, le niveau d'évolution de ces travaux sur l'ensemble du territoire national aujourd'hui? Il serait intéressant de savoir d'où nous venons. C'est-à-dire que si vous prenez l'évolution des technologies de l'information et de la communication dans notre pays, et la pénétration au débit, notre pays, la Guinée, était en dessous de la moyenne mondiale. Ça, c'est une réalité. La seconde chose, enfin la deuxième, vu qu'il y a une troisième, c'est que quand vous prenez les opérateurs de réseau, aucun opérateur de réseau en Guinée ne dispose d'un réseau national à large bande sur toute l'étendue du territoire national. À l'exception, bien évidemment, de quelques faisceaux hertziens. Moi, j'ai écouté une interview de M. le Président de la République quand il a été au Forum économique de Davos, où il disait en fait que l'Afrique avait raté les 3 premières révolutions et qu'il ne fallait pas rater la 4e qui est celle de l'économie numérique. Moi, je pense qu'il a tout compris. C'est que nous sommes dans un monde des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Nous sommes dans une économie des technologies de l'information et de la communication. Qu'est-ce que veut faire l'État guinéen? L'État guinéen veut construire l'autoroute de l'information. Vous comprenez? Donc pour qu'il y ait fluidité du trafic. Donc, il a parlé aussi du câble. Et quelle est la longueur réelle de cette autoroute numérique? La longueur, c'est 4500 km dans sa première phase. Et nous apprenons que c'est une première en Afrique de l'Ouest. La Guinée est le premier dans la sous-région à avoir déployé dans sa première phase un backbone sur 4500 km. Moi, j'ai été émerveillé quand j'ai entendu le président béninois prendre l'exemple sur la Guinée. Parce que au Bénin, ils ont commencé avec 1200 km. Au Sénégal, ils ont commencé avec 800 km. En Côte d'Ivoire, ils ont commencé avec 1400 km. Alors, certains nous diront, oui, mais pourquoi un tel investissement pour un pays à économie fragile? Évidemment qu'il faut faire des investissements dans le TIC. Parce que, comme je disais, quand vous prenez l'économie mondiale d'aujourd'hui, la croissance et le bien-être aussi sont largement tributaires de la capacité des nations à pouvoir fonder leur développement économique et social sur le savoir.
Est-ce qu'à ce niveau, cet important investissement, c'est pour être à jour avec l'évolution numérique ou bien vous vous attendez à des retombées financières importantes? Ça va de soi. C'est avant tout pour se mettre au diapason des autres pays. Vous savez, le progrès, messieurs, j'ai défini le progrès technologique comme un train qui est à quai, où la sonnette d'alarme de départ a retenti. Vous avez un billet que vous avez déjà composté. Alors vous avez deux choix. C'est soit monter dans le train, trouver votre place et faire le chemin ensemble, ou rester à quai. Donc oui, avant tout, c'est de se mettre au diapason des autres pays. Et le ministre l'avait dit dans sa conférence de presse, c'est l'attractivité aussi de notre pays. Vous savez, quand un investisseur arrive dans un pays, il y a certaines questions existentielles qu'elle se pose. L'une des premières questions que se pose un investisseur, c'est les infrastructures. Ça peut être l'infrastructure routière, de télécommunications, ça peut être l'infrastructure énergétique, etc. Donc pour répondre à votre question de façon explicite, aujourd'hui, la distance de ce backbone national, c'est 4500 km. Il est déployé aujourd'hui à hauteur de 90%. Nous sommes dans la zone de la Moyenne Guinée, mais comme vous savez, c'est un relief qui est très accidenté. On ne peut pas prendre le risque de mettre en danger la sécurité des riverains et des usagers de route. Donc nous sommes en train de réfléchir à une solution alternative. Mais vous obéissez à un planning qui vraiment doit vous orienter, puisque les gens se posent aujourd'hui la question, quand la fin? Comme tout projet, il y a un planning. Mais un planning est amené à évoluer en fonction des réalités du terrain. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas quand est-ce que tous les 4500 km seront finis. En fait, la stratégie qui a été mise en place, bien sûr avec l'accord de monsieur le ministre, c'est en fait de mettre en exploitation les tronçons qui sont déjà livrés. C'est ce que je disais. Sur les 4500 km, il y a 90% qui sont terminés, livrés aujourd'hui. Notre business model est prêt, le business plan est prêt, les catalogues de services sont prêts, les catalogues de prix sont prêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un opérateur ou un FAI, un fournisseur d'accès à Internet qui voudrait 1 giga, nous savons combien vendre ce giga pour l'État, bien évidemment. Bien. Et donc, vous avez évoqué beaucoup d'avancées dans le secteur, mais est-ce que ce n'est pas le contexte mondial marqué par la révolution technologique qui nous a permis d'arriver là, ou bien il y a eu des efforts internes pour qu'on arrive à ce niveau? c'est ce que je disais, ouais, j'ai défini tantôt le progrès. C'est que oui, c'est pour que nous nous mettions au diapason des autres pays. C'est-à-dire que, bon, moi je ne vais pas faire de la politique, mais ce sont des infrastructures qu'il fallait construire il y a 15 ans, 20 ans. C'est-à-dire que les opérateurs étaient en avance sur l'État dans notre pays. Quand si vous vous souvenez, en Guinée, avant, on ne faisait que des appels vocaux. On ne faisait que de l'appel voix. Et après, on fait du SMS, qui vous permet d'envoyer un court message sur vos téléphones. Et par la suite, ce qu'on appelle le MMS. C'est ce qui vous a permis d'envoyer une photo sur votre mobile. Et après, l'accès à l'Internet via les serveurs WAP. Mais l'Internet, c'est un réseau maillé. Il y a beaucoup de maillage. Donc ça demande beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de bandes passantes. Et oui, encore une fois, l'État a voulu investir pour non seulement résorber la fracture numérique dans notre pays. Encore une fois, je reprends cette phrase de son Excellence Monsieur le Président de la République, où il disait que si l'Internet existe en Guinée, il faut que l'Internet existe sur toute l'étendue du territoire national, au fin fond du terroir. Les prérequis sont soldés. Nous avons demandé aux opérateurs, qui sont nos potentiels clients, de se rapprocher de l'infrastructure, de faire leurs travaux de génie civil pour se rapprocher de l'infrastructure, pour qu'on fasse ce qu'on appelle le last mile, la connexion, la dernière connexion, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les opérateurs majeurs se sont rapprochés de l'infrastructure, ce qui est une bonne chose. En ce qui concerne aujourd'hui le taux de couverture réseau sur le territoire national, où en est-on aujourd'hui? C'est pas M. Kourma ou M. Kourma? Dans notre pays, quasiment toutes les localités sont couvertes. Il faut qu'on apporte une précision. Le ministre n'a pas dit que tous les opérateurs couvrent toutes les localités, mais pour moi, il n'existe pas de localité dans notre pays aujourd'hui qui n'a pas de réseau. D'accord? Donc, la couverture en réseau, elle est réelle sur toute l'étendue du territoire. Mais pas en totalité. Sur toute l'étendue du territoire. Puisque quand vous prenez les pourcentages des différentes localités, oui, rares sont ces localités qui ont atteint les 100% de couverture. Alors,
100% de couverture, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas. Impossible. C'est impossible. Pourtant, devant Conakry, on a 100%. Pardon? Conakry? Oui. Non, même à Conakry, vous aurez toujours ce qu'on appelle des zones blanches. On parle de l'étendue du territoire national. Alors, et même au niveau du territoire national, d'accord, vous aurez forcément, ne serait-ce que les routes, d'accord, vous aurez des endroits qui n'auront pas de réseau. Et ça se passe comme ça partout dans le monde. Dans aucun pays au monde, on ne peut vous assurer que sur chaque mètre carré du territoire, il y a le réseau. Et donc, ce rapport est erroné ou quoi? Quel rapport? Ici, on dit Conakry, couverture 100%, nous prenons Bokeh 85%, l'Abbé 94%, et le plus faible, c'est au niveau de Farana qui a 66%. Oui, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Même quand vous prenez la ville de Conakry, vous conviendrez avec moi qu'il y a des zones blanches. Ce sont des phénomènes, je dirais, techniques. Quand on parle de couverture des réseaux, il faut comprendre qu'il y a des cellules. Il peut y avoir que entre des cellules, il y ait des zones blanches. Okay. Donc des zones qui n'ont pas forcément de réseau. Avec surtout, est-ce que déjà vous dites à notre niveau, l'objectif est atteint ou il y a encore des améliorations ou on est en retard? Il ne faut jamais dire que l'objectif est atteint, comme l'a dit M. le ministre. Il faut toujours continuer à travailler. Certes que nous avons des résultats depuis 2011 jusqu'à maintenant, mes collègues en ont parlé, il y a eu des réformes, il y a eu des avancées significatives. Et sur le plan légal, et sur le plan des infrastructures, et sur le plan des services. Je vous cite juste un exemple. Moi j'ai la chance de faire partie des pionniers de l'Internet dans notre pays. En 1997, quand on commençait l'Internet dans ce pays-là, tout le pays avait un seul nœud qui était fourni par les Américains. D'accord, on avait 256 kilobits par seconde. On se connectait à travers des lignes fixes. De 1997 à, je dirais, 2001, on a commencé à déployer les premières connexions via le satellite. En 2010, on continuait toujours à avoir accès à l'international à travers le satellite. Mais depuis, il a dit qu'on a eu le câble sous-marin, la Guinée a eu accès à de la capacité. Aujourd'hui, on parle en termes de gigas. Et donc, conséquemment, en termes de services, d'accord, la qualité s'est nettement améliorée. Quand on compare la qualité de l'Internet que nous avons à fin 2010 à celle que nous avons maintenant, il n'y a pas de compétition. C'est vrai qu'on ne va pas se dire, nous avons eu la fibre, le câble sous-marin, on est en train de déployer le backbone, on va s'arrêter là. Non. Nous avons parcouru du chemin. Nous savons qu'il y a encore du chemin à parcourir. Et tous les jours, chaque jour représente un défi. Beaucoup d'investissements pour améliorer et être au pas de l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur Sidibé, vous qui défendez les consommateurs, est-ce que vous pensez que les résultats escomptés à travers ces différents investissements donnent satisfaction aux consommateurs aujourd'hui en Guinée? Et vous savez que notre pays s'est ouvert à la concurrence en 2005. Et vous savez, c'est pour cela qu'on a parlé de la loi 018, portant réglementation générale des télécommunications, qui a doté notre pays des organes de régulation. Le Conseil national et l'ARPT, en principe, qui devaient vraiment jouer un rôle dans le cadre d'application des textes législatifs réglementaires. Mais quand nous faisons aujourd'hui la situation réelle sur le terrain, mais les consommateurs sont totalement violés dans les droits. Comment? Totalement violés. Et regardez tous les investissements qu'on est en train de dire. La finalité, c'est quoi? C'est la satisfaction des consommateurs, de l'intérêt général. Mais prenez aujourd'hui la couverture du territoire national, qui est une obligation. Quand je les écoute, ce n'est pas un plaisir. L'opérateur signe dans sa convention. Il doit signer 3 ans. Mais prenez les opérateurs aériens, ils sont là. Et regardez aujourd'hui, et c'est en 2 étapes. Première étape, dès la signature du contrat, l'ouverture du marché à la concurrence, l'opérateur s'engage à couvrir les 33 préfectures. La deuxième année, la deuxième étape qui se fait en 2 ans, c'est qu'il va dire toutes les sous-préfectures. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on a appelé le service universel. C'est-à-dire la couverture des villages non rentables ou des trucs comme ça. Mais quand on les écoute, ce n'est pas un plaisir. L'opérateur, parce que l'État s'est désengagé. L'État a confié le service public à des entreprises. Mais comment ces entreprises-là sont suivies aujourd'hui? Nous sommes convaincus
Parce que quand même un membre du gouvernement, n'importe qui va à l'intérieur, la réclamation des gens c'est quoi? Monsieur, aidez-nous à avoir des services de téléphonie. Ça se passe à longueur de journée. Et au-delà de ça... Mais à ce niveau, il y a de l'amélioration. Non, je vous en prie, s'il vous plaît. Oui, Moi, je veux dire quoi? On peut reconnaître qu'il y a de l'amélioration. Je vous en prie. Quand on parle de la couverture, la couverture c'est quoi? Il fallait que les 3 opérateurs se trouvent dans une sous-préfecture. Là même, les 3 opérateurs. Parce qu'ils ont signé les engrais. Donc c'est là une conséquence, c'est quoi? Ça va créer de la concurrence. Et l'une des missions de l'État, c'est la concurrence loyale. C'est dans ça que le consommateur gagne. Mais vous savez que lorsque un consommateur appelle un opérateur X, c'est-à-dire un consommateur X appelle un opérateur Y, ça génère des coûts. C'est pour cela que vous allez voir que quand vous appelez notre opérateur plus cher que le même opérateur. Donc tout ça, c'est des violations qui sont flagrantes. Au-delà de ça, voyons la facturation dans notre pays. Et ça, c'est signé dans les conventions, dans les cahiers de charges. Donc le droit à l'information du consommateur se trouve bloqué par les opérateurs. Et c'est au ministère, à travers le Conseil national de régulation et l'ARPT. Il parle de l'Internet. Mais nous connaissons aujourd'hui comment l'Internet est facturé chez nous. On va vous dire 24 heures. Mais il n'y a pas d'explication crédible. Est-ce que c'est facturé en gigaoctets ou bien temps? Si vous payez 1000 francs, est-ce que ça va vous faire 2 minutes, 3 minutes? Donc tout ça, c'est des réformes qui doivent se retrouver sur le consommateur. Les réformes, ce n'est pas le fait de construire des trucs. Mais c'est bien sûr, les infrastructures sont là, il faut les investir. Mais la finalité, s'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas d'infrastructure. S'il n'y a pas de consommateur, il n'y a pas d'opérateur. Parce qu'avant tout, c'est de satisfaire les droits des consommateurs. Mais aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut nier aujourd'hui la dynamicité du marché. C'est un marché purement dynamique. Ça change le jour le jour. Ce qui est réalité aujourd'hui n'est pas réalité demain. Aujourd'hui, au plan international, même consommer c'est international, on est en train d'aller vers le marché électronique, le numérique. Tous les biens maintenant sont achetés aujourd'hui à travers les plateformes. Mais cela suppose que le droit du consommateur est garanti, que l'Internet doit être de bonne qualité. Nous sommes tous là, nous avons des téléphones. Qui n'a pas été victime une fois le fait de payer des paris qui ne passent pas et que ces unités sont volées? C'est quoi cette réforme? Je pense que la réforme doit permettre aux consommateurs de bénéficier des services. Ça c'est... Donc c'est pour vous dire globalement. Et là où je peux être fier, vous savez, quand ils ont adopté la nouvelle loi, la modification, c'est la première fois qu'ils ont mis un titre qui porte protection des consommateurs. La loi du risque qui a été amendée. Donc ça veut dire qu'il y a eu un progrès à ce niveau. Mais les problèmes des consommateurs, que ce soit le cadre législatif et réglementaire, prenez la ARPT. Parce que j'ai bien sûr le ministre, il a dit qu'il a fait des réformes. Ils ont créé des bureaux, mais l'ARPT se limite à Kano. Et les consommateurs de l'intérieur, ils n'ont pas de réclamation. L'ARPT n'est pas déployé à l'intérieur. Oui. Et au-delà de ça, je vais vous dire quelque chose. Oui. Ils ont créé un bureau qui s'occupe des relations avec les consommateurs. Mais aujourd'hui, le consommateur lambda n'est pas informé. Sur l'existence de ce bureau, lorsque vous êtes victime par exemple, qui saisir? Et comment se fait la procédure? C'est-à-dire quelles sont les voies de recours, le recours administratif, quelles sont les étapes à faire, le recours contentieux? Je pense que si nous voulons que notre pays, que nous assistons à une économie fortement dynamique, il faut tenir compte des préoccupations des consommateurs. Parce que tout investissement, l'opérateur se pose 3 questions. Pour qui produire, quand produire, comment produire, si le consommateur n'est pas satisfait. Et c'est pour cela, comme l'État n'est pas l'État s'est désengagé. C'est pour cela qu'on a créé des autorités de régulation. Et normalement, ces autorités de régulation devaient être du côté des consommateurs. Ça fait beaucoup de griefs contre ces opérateurs de téléphonie et du département des télécoms. Violation flagrante des droits des consommateurs, facturation fantaisiste d'Internet, tarifs téléphonie mobile au hasard et l'ARPT absente à l'intérieur du pays. Ça fait beaucoup de griefs. M. Ba peut réagir là-dessus. Ce que je vais commencer par dire... Par rappeler, c'est que la concurrence, M. Sidibé, en Guinée, c'est pas 2005. C'est antérieur. L'ouverture du marché à la concurrence. Attendez. L'ouverture du marché à la concurrence. S'il vous plaît. C'est pas de la concurrence. S'il vous plaît. C'est le discours programme. Non, il faut qu'on s'appelle. La concurrence a commencé en Guinée en 1985. Le discours programme je vous parle. Non, il faut qu'on s'appelle là-dessus. Je vous parle d'un domaine spécifique. Vous avez parlé d'ouverture du marché à la concurrence. En 2005, je vous dis non. S'il vous plaît, je vous dis non. La Sotelgui n'était pas la seule sur le marché guinéen. Il n'y avait pas de monopole. Vous aviez antérieurement à la Sotelgui, vous aviez la société Spastel, je pense. Je vous parle de la loi qui a ouvert le marché. Non, alors, permettez. Okay, allez-y, on va s'écouter. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que
comme mon collègue M. Diaby vous l'expliquait tantôt, nous ne pouvons pas évoluer aujourd'hui en vase clos. La Guinée appartient, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, à ce qu'on appelle l'Union internationale des télécommunications, qui est la plus vieille institution du système des Nations Unies, qui est chargée de réguler l'écosystème des télécommunications et des TIC au niveau international, qui fixe des principes et des directives au niveau mondial. Je vous invite à aller aujourd'hui sur le site de l'UIT, vous regardez, vous faites un benchmark, c'est-à-dire une étude comparative à l'échelle des territoires, à l'échelle de tous les pays, d'accord? Et je serais satisfait que vous puissiez aujourd'hui me dire, comme M. Kourouma le disait tantôt, un seul pays où est-ce qu'il faut bien qu'on réussisse à se comprendre sur la définition en elle-même de ce qu'est la couverture, réseau. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut comprendre que tous les opérateurs établis en République de Guinée viennent pour faire du business. Lorsqu'un opérateur vient pour faire du business, aujourd'hui, vous avez un cahier de charges très clair, précis, exhaustif, que l'État lui impose, c'est-à-dire en amont déjà, avant qu'il puisse s'établir en République de Guinée, s'il ne répond pas à ces conditions juridiques, administratives, financières et techniques, il n'y a même pas de débat pour l'État. Il n'y a pas de débat pour l'État ou de questionnement pour l'État de se dire... Mais à ce niveau, M. Ba, oui, dans un cahier de charge, il y a des conditions préalables mais il y a des conditions aussi qui interviennent pendant l'exécution. Mais est-ce qu'il y a un réel suivi? Allez-y, allez-y. Non, c'est de savoir s'il y a un réel suivi, puisque à l'écouter, c'est comme si... de ça. Oui. La RPT, M. Camara, n'est pas là comme M. Bani l'a compris uniquement pour les consommateurs. Je suis désolé. Ce qu'on appelle la notion d'arbitre à géométrie variable, la RPT est autant là pour les consommateurs que pour l'État, la défense des intérêts de l'État, mais également des investisseurs. Pourquoi, si vous prenez même le credo de la régulation, c'est l'impartialité, la transparence, il y a un principe universel qui est sacré, c'est le traitement équitable, transparent et non discriminatoire. Même entre opérateurs. La tarification, aujourd'hui, les consommateurs se plaignent par rapport à la tarification. On peut acheter des passes pour une semaine, au bout de 3 à 4 jours, on vous dit que voilà, vos passes sont terminées. Je vais vous dire, vous savez, il y a un problème à ce niveau. Le constat que nous opérons, comme mes collègues le disaient tantôt, nous ne serons jamais dans de l'autosatisfaction. M. Ba, tous les jours, nous cherchons à améliorer les choses. Tous les jours, nous cherchons à améliorer les process. Je puis vous dire ici, solennellement, devant tous mes collègues, que lorsque nous constatons, nous sommes aussi consommateurs. En réalité, les gens, souvent les conditions d'utilisation de ces passes, et ne le savent pas. Je suis désolé. Lorsque vous allez acheter un pass d'1 giga, d'accord, si vous allez sur YouTube, vous téléchargez des vidéos, des films, le pass va forcément finir beaucoup plus rapidement. Oui, je crois qu'à ce niveau, vous rejoignez M. Sidibé. Oui, attendez. Le consommateur n'est pas informé réellement de l'utilisation du produit qu'il achète. Je peux apporter une précision rapidement, on passe à un autre thème. Voilà, donc le point de... Moi j'ai noté le point de la qualité et de la facturation de l'Internet. Parce qu'il y a des cadrages à ce niveau-là. Je réponds au point de la facturation de l'Internet. Je pense que quand on parle de l'Internet, on est en train de réduire ce mot ou ce service à la 3G, d'accord, au service Internet fourni par les opérateurs de télécommunications. Il faut comprendre qu'il n'y a pas que ces opérateurs, il y a des ISP, okay, des fournisseurs d'accès à l'Internet. Alors, chez les opérateurs, quand je prends ce cas particulier, il faut comprendre que quand on vous vend un pass, on vous vend un volume, d'accord, dont la durée de validité
est défini. Vous prenez un pass de 3 gigas valable 5 jours ou 20 jours. C'est la durée de validité. Si vous n'utilisez pas ce volume, d'accord, de communication pendant 30 jours, vous le perdez. Mais de l'autre côté, c'est le volume qu'on vous a vendu. Alors, si vous prenez un pass de 3 gigas et que, comme il l'a dit, vous téléchargez des films, d'accord, un seul film peut vous faire 1 giga. Vous en téléchargez 3, vous avez fini. C'est normal que vous aurez épuisé le pass. Donc, il faudrait, comme il l'a dit, qu'il y ait de la sensibilisation de la part des opérateurs pour expliquer. Ce n'est pas le débit que les opérateurs vendent dans notre pays, mais c'est le volume. Et ce volume-là, je peux avoir mon terminal, ça peut être ma tablette, ça peut être mon téléphone, dans lequel je mets un pass. D'accord? Et qu'il y ait des applications qui tournent en arrière-plan aussi. Ces applications-là consomment de la bande passante. Donc ces applications-là vont consommer mon pass et le volume de l'Internet. Et donc, conséquemment, je peux me retrouver sur un pass dont la durée de validité est de 30 jours. Je peux le consommer, je peux le finir en 1 jour, comme je peux le finir en 1 semaine. Parce que j'ai des applications qui tournent en arrière-plan sur mon terminal. Le consommateur donc, qui estime être privé de ses droits, est-ce qu'il y a des voies de recours? Si un consommateur estime être vraiment brimé ou privé de ses droits, est-ce qu'il y a des voies de recours? M. Sirivé l'a dit, lui-même il reconnaît qu'au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, il y a une direction en charge du contentieux. Ça veut dire qu'il est au courant. Ça veut dire que l'association de défense des consommateurs est au courant. Donc ils savent comment saisir, d'accord, la RPT. Si les consommateurs estiment qu'ils sont brimés dans leurs droits, il y a des voies de recours. Parce que c'est vrai que nous entendons, nous sommes tous des consommateurs, comme il l'a dit M. Diaby, d'accord? Quand on se sent brimé dans ses droits, on apporte les preuves, on porte le contentieux. Bien, on va consacrer le reste de l'émission sur un aspect important. C'est vrai, il y a eu des investissements, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de mutations au sein du système d'Internet, des nouvelles technologies de l'information en République de Guinée. Maintenant, l'usage responsable de ces services et produits. Qu'est-ce qui est envisagé réellement pour que le consommateur utilise à bon escient ces différents produits mis à sa disposition? Alors, c'est une question fondamentale. Dans les réformes dont on a parlé, il y a, j'ai envie de dire, un point important dont on n'a pas parlé. On a parlé des réformes légales, on a parlé de l'investissement dans les infrastructures. Ça veut dire que nous sommes en train de faire de la promotion des TIC, donc de l'utilisation de l'Internet. Mais à côté de cela, nous sommes, comme je l'ai dit le plus souvent, en train de migrer de la réalité matérielle vers la réalité immatérielle. Il l'a dit, nous faisons aujourd'hui tout à travers le net. Conséquemment, il y a des risques. Donc, il y a le facteur sécurité dont il faut tenir compte. Et une des réformes qui a été menée, c'est la mise en place d'un cadre légal, donc d'une loi, la loi 037, sur la cybersécurité et la protection de données à caractère personnel. Et donc ça c'est une réforme majeure. C'est vrai que nous faisons la promotion de l'accès aux technologies de l'information et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, mais derrière, nous nous assurons pour que cet usage-là soit sécurisé, pour que nous puissions nous servir de ces technologies à bon escient. Et c'est pourquoi donc il y a eu cette loi, on a créé l'agence en charge de la cybersécurité qui s'appelle l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc il y a eu un début d'opérationnalisation. Nous avons formé des magistrats, des policiers, des gendarmes, d'accord, sur la loi. Et donc il y a cet organe, il y a l'agence là qui est mise en place pour permettre aux consommateurs, aux citoyens de la Guinée de pouvoir bénéficier des services des technologies de l'information et de la communication dans un environnement sécurisé. Oui, des lois ont été votées, des policiers et des gendarmes ont été formés, mais on a l'impression que vraiment la machine a du mal à se mettre en branle pour interpeller les cybercriminels. Alors, la machine a du mal à se mettre en branle, non. Toutes les requêtes qui ont été adressées à la justice ont été traitées.
D'accord. Il faut aussi dire que ça ne se fait pas comme ça. Il n'y a pas... l'ANSSI ne peut pas faire de l'autosaisine. Quand un citoyen est victime de cyberdélit, d'accord, il y a des voies de recours. Il porte plainte. Et quand la plainte est portée, nous, à l'ANSSI, nous sommes un peu le bras technologique de la chaîne pénale. D'accord. Si la justice est saisie, nous recevons une réquisition pour mener des investigations numériques. Il y a eu des cas, d'accord, dans lesquels nous avons mené des investigations numériques. Donc, c'est l'occasion, comme il l'a dit, qu'on puisse faire de la sensibilisation, qu'on puisse communiquer pour dire aux citoyens, vous avez une loi qui vous protège. C'est la loi sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Quand vous vous sentez menacé, quand vous vous sentez victime, vous avez des voies de recours. Et ça, c'est très important. Et avec M. Diaby, à ce niveau, est-ce qu'on pense que vous qui êtes en train de faire beaucoup de travaux pour de nouvelles révolutions encore dans le système de nouvelles technologies de l'information en République de Guinée, cette loi tient compte de votre évolution? Absolument. En fait, la loi tient compte, la loi réglemente un petit peu le secteur. Monsieur Ba, conseiller juridique du ministère, le rappelait tantôt, c'est-à-dire qu'il y avait une loi qui existait. En fait, si vous voulez, il y a une mutation en cours. Les lois deviennent obsolètes de jour en jour. Il faut harmoniser les lois avec celles de la CEDEAO, enfin, etc., etc. Et donc, encore une fois, notre pays doit se mettre au diapason des autres pays. Donc, l'infrastructure qu'on est en train de mettre en place, bien évidemment, c'est pour permettre justement à ce que nos concitoyens, partout où ils sont sur le territoire national, de profiter de cette technologie de l'information et de la communication. Je vous donne 2 ou 3 exemples frappants d'ailleurs. Regardez, pour un jeune Guinéen, pour aller étudier en France aujourd'hui, on demande à un jeune étudiant guinéen de bloquer 7 400 €. C'est ce que l'ambassade de France demande à un jeune Guinéen. Mais ce n'est pas donné à toutes les familles guinéennes. Mais quand vous avez une infrastructure de backbone national, l'épine dorsale ou colonne vertébrale de réseau, sur toute l'étendue du territoire national, ceci permettra à nos étudiants qui se trouvent à Cancan, à Labé, à Zérékoré, à Boké, n'est-ce pas, de suivre par exemple des cours dans n'importe quelle université dans le monde. L'avantage, c'est que non seulement nous allons éviter ce que j'appellerais les fuites de cerveau, et donc mettre l'accent sur l'éducation. La question, c'est de savoir, puisque c'est une technologie qui évolue au jour, chaque jour il y a des inventions. Est-ce que la Guinée est aujourd'hui peut-être à l'abri? Est-ce que des mesures concrètes sont prises pour mettre les Guinéens à l'abri du hacking, par exemple? Bien sûr, c'est ce que monsieur Camara, c'est ce que monsieur Kourouma rappelait. L'État a mis en place l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est là pour faire de la veille technologique. C'est ce qu'il a expliqué. Il y a des lois qui sont en place. On peut pas, nous sommes quand même dans un état de droit. Vous êtes un citoyen n'importe lequel a le droit de porter plainte. Si vous-même vous voyez des travers sociaux, vous avez le droit de porter plainte. Comme il disait, l'ANSSI ne peut pas s'auto-saisir. Maintenant, le département des télécoms est là pour justement être un appui ou un support ou un soutien à la justice, par exemple, pour traquer des gens. Ça, en fait, je crois qu'il y a des gens qui ont été traqués comme ça. Ceux qui sont en train de proférer ces messages de haine, il faut qu'ils sachent une chose, qu'ils peuvent être traqués à n'importe quel moment. Toute communication que vous faites sur Internet, vous laissez une trace. Soit la trace de votre machine via votre adresse MAC, c'est l'adresse, le numéro de série de la machine, ou ce qu'on appelle, il y a une adresse qu'on appelle l'adresse IP. Donc vous laissez toujours une trace. Donc ceux qui se pensent être malins, qui profèrent ces messages de violence, ces messages de haine, à un moment où on a besoin de cohésion sociale, où certains érigent des barrières pour stigmatiser l'autre, en fait pour se protéger de l'autre qu'on stigmatise ou qu'on caricature, il faut qu'ils sachent
que ces lois-là existent et qui peuvent être traquées techniquement. Donc, bien, monsieur, ça c'est votre domaine, ça. L'Internet, que certains qualifient aujourd'hui de maison de verre, puisque vous pensez que vous n'êtes pas vu, mais vous êtes vu partout et à tout moment. Et à ce niveau, on parle de répression ou de saisine au niveau des infractions. Est-ce qu'il y a des cas frappants que vous pouvez brandir aujourd'hui devant le public? Il y a des cas, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, mais je vous donne juste un petit exemple. Quand on a fini les élections communales en 2018 dans notre pays, en février, la période qui a suivi, il y a eu beaucoup de messages, comme il l'a dit, véhiculés sur le net, qui incitaient à la haine. Vous avez tout suivi. Comment est-ce que quelques semaines après ces messages-là, je pense qu'en tout cas la teneur a diminué. C'est parce qu'il y a eu un travail de fait. Il y a eu, je pense que il y a des organisations qui ont porté plainte et ces plaintes-là ont permis d'actionner le mécanisme. Et donc nous, au niveau de l'ANSSI, il y a eu des investigations, donc je ne peux pas vous révéler tous les secrets de la procédure. Il y a eu des investigations et comme il l'a dit, il y a des personnes qui ont été identifiées, qui ont été traquées et qui ont été déférées. Aujourd'hui, ce n'est qu'un exemple pour dire, je renchéris ce qu'il a dit, sur Internet, quand vous agissez, vous laissez toujours des traces. Il n'y a pas d'anonymat. Il n'y a pas d'anonymat. Les logiciels ou les algorithmes qui vous permettent d'être dans l'anonymat, il y a des logiciels, il y a encore des algorithmes qui nous permettent de vous démasquer. Aujourd'hui, si par exemple l'auteur de ces messages se trouve à l'étranger, est-ce qu'on a les moyens et les hommes qu'il faut pour traquer cette personne? Alors ça, c'est le côté formidable de l'Internet. Comme on l'a dit, le monde est devenu un village planétaire. Il n'y a plus de frontières physiques en tant que telles. Vous commettez un délit sur le net, quel que soit votre lieu de résidence, on peut vous traquer, on peut vous arrêter. La législation... Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la coopération avec Interpol judiciaire. Bien sûr. D'accord. Et donc les différentes agences en charge de la promotion de la cybersécurité ou de la lutte contre la cybercriminalité, nous avons un cadre de coopération. Il suffit qu'on identifie quelqu'un qui se rend coupable de délit et sur lequel pèsent des charges et que cette personne, partout où elle se trouve sur la planète, et même sur Mars, j'ai dit la planète Terre, et même sur Mars, on peut aller traquer la personne. Ok, M. Barry, aujourd'hui, que faut-il, M. Ba, je m'excuse, que faut-il faire pour une utilisation plus responsable de l'écosystème de TIC, au-delà de la répression? Oui, je pense que la question revient au consommateur. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Parce que dans le débat, je voulais dire à M. Barry, M. Barry, je m'excuse, la couverture est une obligation. L'article 4 des conventions et des cahiers de charges. Bien. Ça, c'est des cadrages. Ça, c'est une étape déjà dépassée. Aujourd'hui, la question fondamentale... C'est une obligation. Ok. La question fondamentale... C'est un droit pour le consommateur. Maintenant, par rapport à la cybercriminalité, vous savez, même quand vous devez créer un compte Facebook, on vous demande votre numéro de téléphone, c'est pas fortuit. Pourquoi on vous demande? Parce que vous êtes retracé. On vous envoie même pour s'y rassurer que c'est vous, on vous donne des codes que vous allez saisir. Tous ceux qui ont créé des comptes. Quand vous voulez. Pourquoi ça? Parce que nous, au niveau de l'Union internationale des consommateurs, même quand Facebook a eu des problèmes, chacun de nous a remonté les informations. C'est pour dire que qu'est-ce que nous disons aux consommateurs? C'est d'être prudent. Et là où j'accuse le ministère, ils ne font pas de sensibilisation. Les lois sont dans les tiroirs. Il ne s'agit pas de faire une émission ou bien une conférence de presse. Ces lois-là devaient être traduites dans les langues nationales. Aujourd'hui, prenez la protection des données. Dans tous les pays, la vie privée est sacrée. C'est comme le contenu de la correspondance des messages. Donc c'est pour vous dire que nous avons assez de choses à faire. Et rien ne sert. Aujourd'hui, nous avons un problème dans le secteur. Ils sont en train de mettre des institutions qui ne sont pas opérationnelles sur le terrain. C'est-à-dire, lorsque vous prenez le cadre institutionnel, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées, mais les résultats pour le consommateur. Parce qu'il faut pour le consommateur la protection. Au-delà aujourd'hui, dans tous les pays, la sécurité nationale. On ne peut plus protéger le pays avec l'armée traditionnelle seulement. Il doit le protéger à travers l'Internet. Absolument. Il y a beaucoup de choses. C'est ce qui est en train de se faire, monsieur. Non, je vous en prie d'abord. Parce que nous connaissons ce qui se passe. Donc, c'est pour vous dire que c'est tout un débat.
Et il faudrait que chacun de nous s'engage. Juste, c'est là. je rebondis Ok, avant que M. Van termine, rapidement, 2 mots. Je voulais réagir sur son dernier point. Là. Je suis d'accord, hein, et moi je suis très content quand M. Sidibé dit qu'il faut que l'association des consommateurs participe à la sensibilisation. Je ne suis par contre pas d'accord quand on dit que rien n'est en train d'être fait. Nous faisons de la sensibilisation. Il faut dire une chose. En matière de cybersécurité, 80%, j'ai même envie, ça c'est gentil, j'ai même envie de dire 85%, c'est le comportement humain. Le reste, c'est la technologie. D'accord? Donc, quand vous partez sur les réseaux sociaux et que vous mettez vos données personnelles à disposition, d'accord, vous vous fragilisez. Et il faut comprendre que dans le numérique, l'homme n'est plus, M. Sidibé n'est plus M. Sidibé personne physique, l'homme est devenu un faisceau de données. Alors, ce faisceau de données, nous, en Guinée, nous avons voté une loi sur la protection des données à caractère personnel. Et ce que nous demandons aux citoyens, c'est bien d'utiliser les technologies de l'information et de la communication, mais c'est de faire attention. Vos données personnelles, quand vous les mettez sur la place publique, vous êtes exposé. D'accord. Je prends juste un exemple. Quand j'ai envie de faire du mal à M. Sidibé, d'accord, je n'ai plus besoin, comme il l'a dit, de prendre un fusil pour lui faire du mal. Il suffit que j'ai accès à ces données personnelles, que je comprenne par exemple que dans ces données de santé, qu'il est par exemple allergique à la nivaquine et que je m'arrange que dans son manger, il y ait de la nivaquine. Il prend la nivaquine au bout de 24 heures. Et ça, si vous le faites, c'est une infraction. On élimine... Si vous le faites, c'est une infraction. Non, ça veut dire attention, que ces données, il faut faire attention aux données que l'on met sur le net. C'est-à-dire que si moi j'ai réussi cela, ça veut dire que c'est une infraction, oui, mais ça veut dire que j'ai eu accès à ces données personnelles. Et à travers l'Internet, le but, sans son consentement. Mais c'est justement le but. Il faut comprendre une chose. Quand vous mettez vos données personnelles sur le net, c'est comme si vous exposez, n'importe qui peut l'utiliser. Bien, Monsieur Ba, en termes de perspective, qu'est-ce qu'on peut retenir? Perspective, Monsieur Camara, par rapport à ce que vous parlez par rapport au département. Oui, par rapport au département, par rapport à tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir, surtout sur la cybercriminalité? Bon, sur la cybercriminalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, il faut commencer par savoir que autant le développement technologique va parallèlement avec le développement, la multiplication des infractions. Parce que, encore une fois, comme mes collègues le disaient, vous êtes dans un monde immatériel où il est extrêmement difficile, complexe du fait de la dématérialisation des choses, d'accord, de faire de l'investigation, bien qu'étant possible. Hein. Donc, comme, encore une fois, mes prédécesseurs le disaient, l'idéal serait que, c'est pourquoi nous en appelons à la clarté, d'accord, nous en appelons à la responsabilité, merci, des uns et des autres quant à l'usage de ces technologies de l'information et de la communication. Maintenant, en termes de perspective, aujourd'hui, concrètement, en ce qui concerne la cybercriminalité, nous allons continuer, Monsieur Sidibé, nous allons continuer à faire de la promotion de la cybersécurité. Et qui dit promotion de la cybersécurité, donc la sensibilisation, d'accord, le renforcement du cadre légal et réglementaire, parce que bien qu'on ait des lois déjà qui régissent ce secteur, ces lois, elles sont constamment à mettre à jour, elles sont constamment à améliorer, mais également le volet infrastructure, parce que il faut comprendre que quand vous parlez, vous êtes dans un domaine où si vous n'avez pas, vous avez le cadre légal réglementaire, mais vous n'avez pas les outils d'investigation,
votre mission est quasiment vaine. Nous sommes sur la ligne d'arrivée de cette émission. Merci à M. Ba, merci à M. Kourouma, M. Diaby et M. Sidibé. Merci d'être avec nous dans cette émission. Ce n'est que l'entame d'un débat intéressant sur ce sujet, puisque c'est un sujet d'actualité, la cybercriminalité. Merci à Saliou qui nous a tenu compagnie. Merci à toute cette équipe technique qui nous a permis de vous proposer cette émission à bâton rompu. À la semaine prochaine pour un autre numéro.